Delol et ses collègues pour l'invitation et l'accueil sympathique. Alors, je vais vous parler d'une technique qui existe depuis quelques années et dont l'objectif est de traiter les hypertensions artérielles résistantes. Donc vaste sujet. Quand on en parle avec les cardiologues et les hypertensologues, on se rend compte que la problématique, elle n'est pas technique. Et vous verrez que faire de la radiofréquence sur des artères rénales pour tous les endovasculaires n'est pas un souci majeur, mais que la problématique, elle est essentiellement liée à toujours ce trouble qui règne autour du traitement de l'hypertension artérielle, avec des chiffres, si vous les regardez, qui varient selon les pays, selon les continents, selon les époques, selon qu'on soit cardiologue, hypertensologue ou qu'on soit néphrologue, et que globalement, on considère que l'hypertension qui atteint 1 billion de personnes et qui progresse évidemment jusqu'à des prévisions de 1,6 billion en 2025, il y aurait 35% d'hypertension traitée et non contrôlée, 30% d'hypertension non traitée du tout, et seuls 35% des hypertendus seraient traités et contrôlés, ce qui est un échec patent sur une pathologie qui touche autant de gens et sur une pathologie qui est aussi bien connue depuis de très très longues années. Alors il faut savoir de quoi déjà on parle, c'est quoi une hypertension artérielle résistante, puisque la technique de dénervation rénale ne s'adresse exclusivement au jour d'aujourd'hui qu'à ces patients. Une hypertension artérielle résistante, c'est une hypertension artérielle qui se trouve dans le groupe des hypertensions non contrôlées, mais il faut éliminer toutes les causes d'hypertension artérielle secondaire, il faut éliminer tous les paramètres qui peuvent entraîner une inefficacité du traitement, c'est le sel, l'obésité, etc. Et il faut éliminer aussi le point le plus important dans le traitement de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire l'inobservance, qui est extrêmement compliquée à déterminer. D'où déjà la difficulté de sélection des patients. Et vous verrez que les études qui ont démarré depuis quelques années se confrontent essentiellement à cette grosse difficulté, c'est-à-dire comment sélectionner les patients de manière drastique et ne pas, comme certaines techniques, polluer les résultats d'études et peut-être tuer une technique prometteuse tout simplement parce que les indications de départ n'étaient pas tout à fait correctes. Donc une hypertension résistante, c'est quoi? C'est un patient pour lequel on a éliminé toutes les causes d'hypertension secondaire, qui n'a absolument aucun paramètre qui peut polluer la thérapeutique qu'il prend, et surtout dont l'observance est contrôlée. En général, dans les protocoles, on contrôle cette observance pendant 2 ou 3 semaines de manière drastique avant de les inclure. Donc c'est ça l'hypertension artérielle résistante, c'est des patients qui demeurent résistants au traitement malgré 3 classes d'antihypertenseurs, voire 4 dans certaines études, dans lesquelles doit toujours être inclus un diurétique, avec pour la France une spécificité, inclure une spironolactone si un diurétique thiazidique ne fonctionne pas. Voilà globalement, si on regarde les chiffres qui sont publiés ici et là, on s'adresse à peu près au jour d'aujourd'hui à 9% des patients hypertendus. Ça paraît peu, mais quand on sait qu'il y a 1 billion d'hypertendus dans le monde, il s'agit d'un très grand nombre de patients en perspective. Et j'ai lu une petite étude de JP Morgan qui calcule en millions dans les décades à venir les procédures de dénervation rénale si jamais réellement on les étendait à tous les échecs thérapeutiques. Alors, l'idée de départ, c'était quoi? C'est connu depuis très longtemps et les chirurgiens ont précédé les cardiologues dans ça. On sait que dans l'hypertension artérielle essentielle du sujet jeune, le système nerveux sympathique est en général beaucoup plus activé que dans l'hypertension artérielle essentielle des sujets âgés. On ne parle que de l'hypertension artérielle essentielle. Il y a un très grand nombre d'études, dans certaines dates de 50 ans ou plus, qui donnent cette preuve indiscutable, que ce soit sur l'aspect fondamental ou que ce soit sur le suivi clinique des patients. Il y a une activation du système nerveux sympathique dans les hypertensions. D'ailleurs, la thérapeutique médicale en elle-même, avec les antihypertenseurs centraux, etc., a longtemps utilisé cette connaissance pour introduire des médications pour le traitement de l'hypertension artérielle. Et c'est un chirurgien qui, en 1952, a eu l'idée de faire une sympathectomie chirurgicale dans le but de réduire donc l'activité sympathique du système nerveux sympathique et de réduire l'effet vasoconstricteur et tachycardisant de ce système nerveux sympathique qui entraîne une élévation des chiffres de l'hypertension artérielle, essentiellement systolique d'ailleurs, un petit peu moins les chiffres
diastolique. Ça marchait pas mal en termes de réduction des chiffres de tension artérielle, mais évidemment, intervention chirurgicale relativement lourde avec une relative inconsistance au niveau des chiffres de tension selon la méthode chirurgicale adoptée, et surtout un gros problème d'hypotension orthostatique. Vous savez que c'est ce système nerveux sympathique qui nous permet de garder une tension correcte quand on passe par exemple de la position couchée à la position debout brutalement. Certaines personnes, quand on se lève du lit, on a un vertige, on n'est pas bien parce que notre système nerveux sympathique ne fonctionne pas bien. Donc c'est l'un des effets délétères attendus de la sympathectomie. Alors ce qu'il faut savoir sur les nerfs du système nerveux sympathique, c'est que l'un des rares endroits, sinon le seul, où les nerfs afférents et efférents cheminent dans un endroit proche de l'extérieur du corps humain et donc atteignable, c'est au niveau de l'artère rénale. D'où est venue l'idée d'utiliser de la radiofréquence, de tout simplement brûler ces faisceaux nerveux, afférents et efférents, au niveau des artères rénales, et donc d'interrompre le fonctionnement du système nerveux sympathique ou de le réduire de manière drastique, de façon à réduire son activité et donc réduire le chiffre tensionnel et un petit peu la fréquence cardiaque. Donc c'est des appareils de radiofréquence que connaissent les rythmologues, etc., qui font des ablations. On délivre de la chaleur au contact de la paroi et on entraîne une nécrose périphérique qui touche l'adventice, là où cheminent les nerfs afférents et efférents du système nerveux sympathique. Alors les first in man avaient été faites en Allemagne et en Australie, et il y a eu une petite cohorte de 45 patients qui a été faite après des études fondamentales essentiellement chez le singe, avec des résultats, vous allez voir, qui sont tout à fait intéressants. Donc on prenait les hypertendus résistants, c'est-à-dire qui gardaient des chiffres élevés malgré 3 classes thérapeutiques incluant un diurétique. On n'a pas pris de patients ayant une atteinte de la fonction rénale. Alors les résultats, d'abord c'est un traitement bilatéral, on fait à peu près 3 à 4 ablations par artère rénale. Évidemment on sédate les patients, globalement ça ne dure pas très longtemps. Je vous montrerai le matériel, il n'y a pas de complications majeures, sinon les complications habituelles liées à l'endovasculaire, avec un matériel qui pour l'instant demeure un peu rigide, mais dont le progrès se fait, puisque ça a commencé en 2009, les sociétés commencent à sentir le gros marché avec beaucoup de patients, et donc le matériel s'améliore extrêmement rapidement. Et la souplesse du matériel est probablement un gage de réduction des complications, essentiellement des dissections, etc. En termes de sécurité à long terme, l'un des éléments majeurs, c'est qu'il n'y a pas, a priori, d'hypotension orthostatique chez la première cohorte de patients faits. C'était l'élément qui était le plus redouté dans les résultats. Il y a eu 2 décès dans cette série, mais qui n'ont a priori aucun lien avec la procédure. Et vous voyez les résultats. Vous savez, en termes d'hypertension artérielle, quand on évalue les médicaments, on parle de répondeurs ou de non-répondeurs. Et là, vous avez quasiment plus de 90% de répondeurs avec des réductions assez importantes et qui se maintiennent dans le temps jusqu'à 24 mois, donc jusqu'à 2 ans, de la pression artérielle systolique essentiellement avec des réductions de plus de 32 mm de mercure et sur la diastolique à peu près de 15 mm de mercure. Alors, ça a été encourageant, donc ils ont continué, c'était Simplicity 2, où là c'est une étude randomisée qui comparait le traitement médical et la sympathectomie par radiofréquence. Là, les critères ont été établis, ils sont équivalents à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on exclut toujours les insuffisants rénaux, quand il y a une sténose rénale, des plaques importantes de l'artère rénale. Et les résultats sont tout aussi intéressants que sur la première cohorte, c'est-à-dire une réduction à peu près de 30 mm de mercure sur la systolique et de 12 mm de mercure sur la diastolique, avec, vous voyez, dans le groupe contrôle, une stabilité. Donc, en France, la Société française de cardio a sorti un consensus avec les hypertensologues qui veillent au grain. Hein. Ça, je vous rassure, ils ne nous laissent absolument pas faire ça avant d'avoir, eux, screené les malades de manière extrêmement fine. Donc, hypertension résistante telle que définie précédemment. On élimine l'hypertension secondaire, le patient doit être informé. Et, comme disait notre collègue tout à l'heure, un scanner
auparavant, qui nous donne une idée de l'état des plaques et surtout chercher des plaques qu'on ne verrait pas à l'angiographie, qui est une limunographie, et qui contre-indisent l'utilisation de cette technique. Parce qu'aller mettre du matériel qui pour l'instant demeure rigide, etc., sur des artères malades est probablement un gage de complications athérosclérotiques secondaires et de formation de sténose rénale dans l'artère rénale. Donc, les trucs classiques. Et donc simplicité à montrer des résultats tout à fait satisfaisants. Là, on part donc sur la 3e série avec une cohorte de patients beaucoup plus importante. Rapidement les résultats sur les 2 études simplicité, 90% d'efficacité, avec une réduction de la pression artérielle, que ce soit en consultation, que ce soit en automesure ou en MAPA. Les hypertensologues sont tout à fait sérieux dans ces mesures. Vous savez que la prise de la pression artérielle au cabinet médical, etc., est empreinte de beaucoup d'erreurs en raison de l'effet blouse blanche, etc. L'automesure est la technique probablement à privilégier, parce que c'est la technique par laquelle actuellement on définit l'hypertension quand on est hypertensologue. Et là, ça permet d'objectiver tout ça. En termes de sécurité, 98% des procédures sans complications. 2 cas de sténose de l'artère rénale au contrôle à 6 mois. Sont-elles iatrogènes ou pas? On ne le sait pas, probablement. Le réflexe orthostatique est maintenu à la différence des sympathectomies chirurgicales des années 50. Par contre, on n'a pas de facteur prédictif de bonne réponse ou de réussite. Il n'y en a pas. Mais ça, c'est le lot de l'hypertension en général. Quand vous recevez dans votre cabinet un hypertendu, vous lui donnez des thérapeutiques selon les recommandations. Vous ne savez pas s'il va y répondre ou pas. Et surtout, on n'a pas assez de recul. La problématique de l'hypertension artérielle, c'est mortalité à très long terme. Là, on n'en est qu'à 3 ans d'une technique tout à fait nouvelle. Et moi, ce qui me rassure et qui me conduit à dire que cette technique va marcher, et c'est ce qui se passe en cardiologie interventionnelle depuis 25 ans, quand vous avez l'industrie qui s'engouffre dans une technique, on a déjà 5 laboratoires qui ont développé des systèmes de radiofréquence en à peine 3 ans, c'est en général qu'ils ont bien étudié le marché, qu'ils pensent que ça va marcher et que ça va être quelque chose c'est un peu le cas des valves percutanées dont va vous parler Alain Cribier tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention.